sommes le 24 août, on a pris autant de volets que de points. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 1959, le podcast dédié au POFC. Je suis Alexandre et comme lors du premier numéro, je suis accompagné des deux Romain. Salut Alex. Bonjour. Et de Tom. Hola, buenas. Merci Tom. Tom, désormais tu sévis aussi dans l'anti-résumé que vous pouvez retrouver sur le site 1959.football. Le quatrième épisode est sorti juste mercredi, aujourd'hui pour nous. On en profite pour saluer l'ami Juste qui a coécrit ces anti-résumés avec toi. Est-ce que tu peux nous décrire le concept rapidement ? Oui, alors Alex, effectivement, c'est une idée de fonte. L'idée, c'est de faire à la fois un live résumé du match précédent, sur un ton humoristique. C'est à la fois on est précis, on dit les choses qui se sont passées, mais on se prend pas au sérieux. Et le but, c'est à la fois autant d'informer que de faire rigoler. Donc voilà, donc on espère que ça plaira aux lecteurs du site. Ouais, ça plaît déjà, il y a pas mal de vues, pas mal de retours positifs. Bah écoutez, on va commencer par faire un petit rappel des faits. Comme je le disais en intro, on a pris 2 points. On est au bout de 4 matchs et pour l'instant, on a pris une tôle à Guingamp. On a pris un beau 4-0 là-bas. Yes. On a fait derrière un match nul correct à domicile au Hameau face à Dijon, face à une belle équipe de Dijon. Derrière ce bon point, on va au Havre pour un nouveau nul, mais un match assez différent puisque le match est loin d'être très beau, mais on arrive quand même à arracher un nul un partout sur un but de Besnard à 8 minutes de la fin de temps réglementaire. Et derrière, le match de Sochaux qui devait lancer notre saison et qui l'a pas du tout lancé puisqu'on a pris une tôle à domicile 3-0. Malgré un contenu qui peut être, on va l'analyser encore une fois, mais un contenu qui était intéressant en début de match. Si on fait un point sur le classement, on a 2 points, on est 18ème, mais de toute façon le classement importe peu à ce moment de la saison, et on va plutôt se concentrer sur l'état actuel de l'équipe, de l'effectif, et on va en parler ensemble dans la séquence suivante. Ok, on va commencer par nos impressions globales, on va pas rentrer trop dans le détail, mais pour l'instant on va dire un petit peu ce qu'on a tous pensé, et je crois que Tom, t'es partant pour commencer et lancer la discussion là-dessus. Ouais, merci Alex. En fait, je voulais, avant de dire mes impressions sur ce premier mois de compétition, je voudrais juste rappeler en fait que la Ligue 2 passe à 18 clubs à partir de la saison 2024-2025, et donc on va avoir, je pense, je le rappelle, mais 4 descentes pendant les 2 prochaines saisons. Sachant que donc ça nous fait 1/5 des 20 clubs qui vont descendre en N1 cette année, l'année prochaine. On rajoute à ça 3 clubs historiques du football français, les Girondins, la SSE et le FC Metz, descendus cette année en Ligue 2, qui ont reçu, il semblerait, plus de 16 millions chacun de la part de CVC Partners, soit le double déjà de notre budget. Plusieurs clubs à plus de 15 millions, le Paris FC, le Dijon, Sochaux ou encore Amiens. Et puis enfin, rappeler que nous, on possède justement un de ces plus petits budgets du championnat avec Annecy, Rodez, QRM ou les Chamois Niortais. 8,5 millions selon BLF au mois d'août. Voilà, donc bien qu'on a un taux de remplissage très élevé et on reste quand même la 17e affluence en moyenne la saison dernière, donc on n'a pas non plus des recettes de billetterie dingues. Donc tout ça pour dire que ces éléments me font dire pour moi qu'on a peut-être la saison de Ligue 2, une des plus difficiles saisons, je pense, de l'histoire de la deuxième division. Et que, peu importe ce qu'on va dire après, je pense, parler au nom de nous 4, que si le POFC se maintient cette saison, c'est clairement un authentique exploit. Voilà. Donc, on risque d'être dur, mais on a bien conscience des difficultés que le club doit affronter cette saison. Voilà. Ouais, clairement, c'était un exploit de se maintenir l'année dernière, comme l'année d'avant, et si on le fait encore cette saison, ça sera un exploit encore plus grand, je pense. Absolument. Vas-y, Romain. Après, les impressions des 4 premiers matchs, on va pas dire que malgré tout ce qu'a dit Tom, qui est tout à fait juste, et chaque victoire est presque un exploit dans la situation où on est. Mais malgré tout, on ne peut pas se satisfaire de ce début de saison. Je veux dire, c'est une chose de perdre, c'est autre chose d'en prendre 4, et c'est autre chose d'en prendre 3 à la maison. Avec un jeu qui est inégal parce qu'il n'est pas absent complètement. On voit des trucs cool, mais par contre, des fois on voit pas du tout des trucs cool, des fois on voit rien du tout. Et ça varie en fonction des moments. Et ça, on peut pas s'en satisfaire. Faut trouver un peu de régularité, quoi. Mais bon,
On savait que ça allait être dur. C'était au dernier podcast, on disait qu'on était condamné à souffrir parce que c'était ça notre identité presque. Bah on souffre, voilà. Déjà. Ouais. Et je pense qu'on souffre plus que ce qu'on avait prévu, mais bon, clairement, je reviens sur ce que tu disais, c'est pas acceptable. Les 2 volées qu'on a prises, même si celle face à Sochaux est différente, et Guingamp, on peut dire que c'était le premier match, mais bon. Clairement, sur le contenu, on est loin de ce qu'on voyait l'année dernière. On commence à voir sur la première mi-temps de Sochaux des choses qui sont intéressantes, mais on est déjà au 4e match de la saison, et je pense qu'on est en retard dans la construction du plan de jeu et de l'équipe, quoi. Et que c'est dû globalement au fait d'avoir fait tellement de paris. Alors ça sera un débat qu'on pourra avoir en fin de saison, de est-ce que ça valait le coup de faire autant de paris et qu'on sera récompensé sur la deuxième partie de saison, ou le retard à l'allumage nous aura plombé dès le départ. Pour finir, pour ma part, je rejoins un peu ce que vous avez dit tous les trois. Ce qui me dérange un petit peu, et ce qu'on voit sur ce mois d'août, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu l'an dernier en attaque toute la saison. C'est-à-dire, c'était cantonné à l'attaque l'an dernier, beaucoup de changements de système, de changements de joueurs. On n'a pas eu 3 offensifs qui se sont dégagés, à part peut-être Armand à droite, mais on a eu énormément de tests, de changements. À gauche, à changer tout le temps, en pointe, idem. Et là, alors c'est le fait aussi qu'on a eu beaucoup de départs, mais même si les joueurs sont restés en place, la défense est aux 3/4 la défense de l'an dernier. On sent qu'on a perdu un petit peu un fil conducteur qu'on avait l'an dernier. Je sais pas, on peut pas l'analyser au bout de 4 journées, et ça va certainement revenir. Il faut faire confiance à Didier Tolo aussi, qui est bon plutôt bon sur ses aspects, les côtés humains et tout. Mais on sent qu'on a perdu un petit peu un fil conducteur, un lien entre les joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on avait l'an dernier avec des mecs qui dégageaient quelque chose aussi. Un Daubin, un Lobry, pas vraiment dans sa personnalité, mais plutôt dans sa façon de jouer. Aujourd'hui, au milieu, on manque un peu de personnalité, clairement. Devant, j'en parle même pas. Et derrière, les joueurs qui avaient la personnalité l'an dernier, sont pas au niveau. Attention, on est à la 4e journée, mais on sent un Baptiste un peu moins bon, un Kouassi aussi inégal, assez inégal, un peu sur sa deuxième partie de saison de l'an dernier. C'est plus ça qui me fait un petit peu peur. Après, on a de l'expérience qui est arrivée. Des joueurs comme CV qui doivent amener de l'expérience dans le vestiaire. Moi, ce qui me fait un peu peur, on va parler jeu, on va parler tactique, on va parler top flop. Ce qui me fait un peu peur, c'est plus l'âme de l'équipe. Il faut vite qu'on la trouve, qu'on la retrouve. L'an dernier, on avait des guerriers, on était prêts à aller au charbon et on était prêts à jouer le maintien. On a joué un peu plus haut. Cette année, attention, il va falloir très vite se mettre dans la perspective de jouer ce maintien. Ouais, en mode underdogs, quoi. Voilà. Tous les week-ends. Et il va falloir que l'équipe se soude que le groupe se soude. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu dans un entre-deux, et j'ai pas l'impression qu'on est une équipe qui va y aller au charbon. Ça se voit sur les matchs, on réagit très mal quand on prend un but, par exemple. On sent que, voire on réagit pas du tout. Voire on ne réagit pas. On sent que mentalement ça y est pas encore en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est pas encore construit. Il y a ou quelque chose qui s'est perdu pour ceux qui étaient déjà là, mais parce que les saisons sont différentes aussi et les groupes sont différents. Tu travailles pas dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes gens. Et peut-être aussi qu'on avait perdu l'habitude d'être mis en difficulté comme ça, et que le coup derrière la tête est un peu dur, quoi. Ouais. Mais Quentin Daubin l'an dernier qui mettait 1 ou 2 coups d'épaule après avoir pris un but. Cette année au milieu, D'Almeida est arrivé un peu dans le même profil. Il est nouveau, donc il faut qu'il se fasse au club, il faut qu'il se fasse une place aussi dans le vestiaire. Mais c'est un mec comme ça, de prendre cette place. Il a le physique, il a le jeu, de porter l'équipe et d'amener un peu l'équipe vers l'avant, de créer de créer quelque chose, de créer du lien. Et cette équipe, moi, c'est ça qui m'embête un peu, elle manque de personnalité. Ouais, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que il y a certains joueurs, on s'attendait à ce qu'ils assument un certain leadership. Pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on retrouve le 4-2-3-1 habituel, le 4-2-3-1 tolesque. C'est-à-dire qu'il y a des circuits, il y a des schémas de passe qu'on retrouve déjà. J'ai l'impression, par contre, que les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, voire les nouveaux surtout n'ont pas encore intégré. Et en fait, cette hésitation, je trouve, aboutit à beaucoup d'erreurs individuelles, moi je trouve, dans les transmissions, dans les frappes, dans les centres.
et nous met tout de suite en difficulté. Et si on connaissait la qualité technique de la Ligue 2, là, on a été immédiatement puni. J'en ai pour preuve encore le match de samedi dernier contre Sochaux, où après une bonne demi-heure très encourageante, 2 mauvaises relances, ça finit en but. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est pas carré là où on devrait au moins l'être pour assurer une défense correcte. Ok, troisième séquence de cet épisode, on va commencer à discuter un peu plus en profondeur, à parler secteur par secteur, et je pense qu'on va commencer par derrière, par la défense tout simplement. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a retrouvé l'Oliero de l'avant blessure. C'est vrai. C'est un très très bon point, parce que bon, c'était un point d'interrogation aussi, après une aussi grosse blessure, de savoir à quel niveau et à quelle vitesse surtout il pourrait reprendre son niveau. Il a été bien servi à Guingamp, où il va souvent voir au fond de ses filets. Mais derrière, dès le match de Dijon, il fait vraiment un gros match où, je pense, tu étais d'accord avec moi, Romain, il lance sa saison sur ce match-là. Ouais, Il fait les gros arrêts qu'il faut. Il confirme au Havre où, clairement, il nous maintient en vie sur 2 grosses occasions, notamment la deuxième fois où c'est un double arrêt. Ouais. On venait juste de marquer. Et même il à a 1-0. divisé sur le poteau. Ouais. C'est incroyable. Il a divisé sur le poteau et derrière il doit faire un deuxième arrêt. Face à Sochaux, j'ai moins de choses à dire parce qu'il a eu soit des arrêts faciles, soit il a pris des buts. Et clairement, ça nous fait une bonne base défensive. On a retrouvé l'Oliero qu'on avait, c'est clairement un point positif. C'est un peu un paradoxe parce qu'on se retrouve à avoir pris 8 buts avec un bon gardien. Avec un bon gardien. Mais le problème, il est un peu plus haut. C'est bien le niveau de la défense. Hein. C'est ça. Et donc devant, on va parler, je pense, de la charnière centrale assez longuement. Je vais évacuer le cas Kofi assez rapidement parce que personnellement, en tout cas, j'ai pas grand chose à lui dire. Il est au niveau qu'on lui connaît, solide défensivement, offensivement. Alors moi, je le trouve peut-être un peu timide ou peut-être qu'on le voit un peu moins, mais dès qu'il fait des montées, clairement, il est dangereux et c'est quasiment une de nos pièces maîtresses parce que clairement, dès qu'il monte, dès qu'il fait un centre, un appel, on a vu encore sa quasi passe décisive pour Yatara. Offensivement, il y a rien à dire. J'en attends quand même encore plus. Offensivement, il faut savoir aussi qu'il a changé de partenaire. Il a plus la complémentarité avec Romain Armand. Qui défendait beaucoup, qui redescendait. Ils avaient créé quelque chose vraiment sur ce couloir droit qui était intéressant. On voyait Kofi monter beaucoup. Romain Armand, des fois, qui défendait derrière lui. Là, aujourd'hui, il doit construire quelque chose aussi sur ce côté droit. Ça change souvent devant lui. Et puis même au milieu de terrain. Même le milieu de terrain a changé. En relais, il a plus même 6 pour relayer, donc forcément, ça change. À ses côtés, on a une défense centrale qui peut faire de très bonnes choses, comme avoir des oublis. On l'a vu face à Sochaux encore une fois. C'est un des points peut-être négatifs de ces débuts de saison. Un point surprenant même. Parce qu'on est resté constant sur... C'est le seul vraiment secteur où 2 voire 3 joueurs avec Kofi sont restés... ont pas changé. Et puis des valeurs sûres. Dès fin juin, ils ont été prolongés. C'est censé être les tauliers de l'équipe. Il y a eu des bons matchs. Dijon, c'était bien. Le Havre, c'était pas mal. Dijon, c'était bien. Le Havre, c'était correct. Dijon, c'était bien. Quasi a vraiment été. Ils sont quand même, pour moi, passés 2 fois à côté de leur match. Guingamp et Sochaux, c'est sûr que c'est. Le problème, c'est les absences qu'ils peuvent avoir et qui sont tout de suite pénalisées. C'est la Ligue 2 en face, c'est plus national. Tu fais une erreur, tu prends un but. Et sur Sochaux, sur les buts, on dirait des joueurs qui se découvrent en fait. Complètement. Qui viennent de commencer à jouer ensemble. Et sur le premier but de Sochalien, c'est particulièrement frappant. Cette passe trop forte qui est renvoyée directement et qui je suis complètement d'accord et je trouve même je connaissais Baptiste pour sa relance, je la trouve complètement neutre depuis le début de la saison. Il avait l'habitude parfois par du jeu long de trouver facilement le 8, voire un ailier en opposé, et alors là peut-être que ça participe au fait qu'on le trouve absent pour l'instant parfois de ses matchs. Il n'apporte clairement rien à la relance. Et moi, où je lui en veux un petit peu, où je lui en veux, attention. Fais gaffe, il est plus grand que toi quand même. Ouais, déjà. non, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est le capitaine. Le match qui m'a marqué, c'est contre Le Havre. On joue avec Besnard et Sylvestre en 6. Besnard est un joueur vraiment qui a du ballon. Et tous les ballons, ont sauté le milieu. C'est-à-dire qu'il y avait des relances faciles à faire avec Besnard, même Kouanaï qui redescendait un petit peu. Il y avait des solutions au milieu de terrain. Ils étaient libres. Il n'y avait pas un pressing énorme du Havre. Et on voyait un Baptiste qui semblait un petit peu paniquer avec le ballon. Là où tu dis qu'il avait des relances des relances longues assez bonnes, mais en fait,
il en use trop. Bah, Avec un milieu défensif, avec 2 milieux défensifs qui sont Sylvestre et Benard, il faut repartir. Il faut avoir confiance en ces joueurs et repartir en passe courte. Et on le voit jamais. Je suis d'accord, Romain. On le voit jamais. Pour que ton central il fasse une relance dans les pieds à son milieu de terrain, il faut qu'il soit bien dans ses baskets, il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il soit sûr de son C'est un football. problème de confiance. Et là, je j'ai pense. l'impression que Baptiste, il n'est pas comme ça en ce moment. C'est Et vrai. que plutôt de tenter une passe offensive ou une passe positive à son milieu de terrain, il écarte sur un latéral pour une passe complètement neutre, ou il la envoie à son gardien, ou il balance devant. On se retrouve avec un peu le foot d'Irles en national. Le jeu proposé par Irles qui sautait souvent le milieu quand même. Ouais, mais c'était plus de la transition rapide vers C'était l'avant de la transition rapide, que et des là, grands ballons balancés. Ouais. Là, c'est dérangeant quand tu as deux milieux assez légers physiquement, Ouais. Sylvestre et Benard, il faut les utiliser, il faut leur mettre des ballons dans les pieds parce que c'est pas des joueurs que tu mets là pour la récupération, c'est pas des Dalméda ou des Daubin. Mais Donc- je pense qu'on est sur un manque de confiance et vu qu'en attaque, on va en reparler, on n'a pas grand-chose. C'est vrai. Je pense qu'ils balancent plutôt que construire parce qu'ils savent qu'en face, si on remonte le ballon proprement, ça va pas donner grand-chose. Donc, Pour ajouter c'est sur un peu le serpent ouais, qui se mord la queue, ouais, mais ouais, je pense que complètement. c'est un... À vous écouter, peut-être que ça a l'air d'être mental, on connaît la qualité de nos deux centraux, et puis même de la défense, je suis d'accord, Kofi, on peut en entendre mieux, mais il est déjà rentré dans sa saison. Evans, peut-être qu'on en parlera plus tard, moi je trouve qu'il est en progrès. Peut-être pas sous-estimer la gifle qu'on a reçue en première journée. Moi C'est je me vrai. souviens que Baptiste, à un moment, il rend le ballon à l'attaquant, il leur donne le 3e but. Et peut-être que les mecs ont été touchés mentalement, ils se sont fait vraiment bousculer, et ils sont encore dans la récupération et la régénérescence de ce choc-là contre Guingamp. Ouais, c'est possible. Puis Baptiste a perdu, a un petit peu perdu, on peut le dire, un pote. Avec Daubert, c'était vraiment, ils étaient potes en dehors, on le sait, ils ont été formés ensemble. Le fait de plus avoir ce 6 devant toi qui pouvait être aussi un point d'appui pour relancer, peut-être moins confiance aux joueurs actuels, ça va certainement revenir. C'est Ouais, vrai que tu perds Daubin devant toi, tu perds Lobry aussi devant toi. c'est vrai. Et c'est dommage parce que tu lances des ballons devant et les ballons te reviennent très vite. Ouais. Et avec un milieu def, on en parlera un petit peu, mais léger physiquement. Sur le but qu'on prend au Havre, voilà, on peut pas leur en vouloir. C'est pas. Mais les ballons qui reviennent vite sur notre milieu, va falloir éviter quoi, parce que pour l'instant on est assez léger. Le temps que Dalméda prenne sa place dans cette équipe. Ouais, et puis si on complète la défense, du coup, il y a le grand point d'interrogation du latéral gauche. Tu parlais d'Evans, mais est-ce que c'est Evans, est-ce que c'est Abzi, notre latéral gauche, on ne sait pas. Je pense que Tolo cherche aussi la solution. Peut-être un autre. Le mercato est pas fini. Ou... Ouais, on sait jamais. Ouais, moi ça me paraît un peu exclu quand même. Ouais. Je pense que s'il y a une occasion, peut-être. s'il y a une occasion, mais s'il y a quelqu'un qui arrive, ce sera pas sur ce poste-là, je pense. Parce que le problème, tu vois, t'en parlais tout à l'heure du poste d'ailier gauche l'année dernière, on n'a jamais trouvé la solution. Enfin, Didier Tolo n'a jamais trouvé la solution. Et cette année non plus, on n'est pas parti pour trouver la solution, cette année non plus. Devant non plus, et puis derrière non plus, sur le poste de latéral gauche, j'ai l'impression que ça va mettre du temps à se décanter et à vraiment trouver une solution qui est solide et fiable comme peut l'être Kofi à droite. Et ou comme l'était Boto l'an dernier. Ouais. Moi, je vous le dis, je trouve les matchs d'Evans encourageants. Je pense que petit à petit, il va prendre la place de titulaire. La preuve, c'est qu'Abzi commence déjà à être baladé à droite à gauche dans les compos. Après, il a les défauts de ses qualités. C'est un latéral que je trouve très offensif. Et là, pour l'instant, il est très brouillon sur ses centres, un peu mieux sur les corners. Parfois, très mal placé. Parfois, là aussi, il a des absences. Si on peut les excuser pour un ailier, il est hors de question qu'un arrière-gauche ait autant d'absences. Je le trouve encourageant à voir, mais pour le coup, je le trouve un peu dur. Je pense qu'il a l'étoffe de pourquoi pas être titulaire dans ce back four, mais il faut qu'il lui aussi hausse son niveau de jeu, clairement. Écoute, j'espère, si on reprend le cas de Kofi, quand il arrive, les premiers matchs, c'est très compliqué, il est ailier droit. Oui, c'est vrai. Il n'est pas latéral. Il est repositionné, je sais plus tard dans la saison, et il est devenu le latéral, je pense, un des meilleurs latérales droits de Ligue 2. Il était nommé même, je crois, pour meilleur latéral droit de Ligue 2. Dans les souvenirs. Ouais, je sais pas souvenir. Si on monte un peu plus haut sur le terrain, on va parler des deux numéros 6. Enfin, on peut même faire le triangle avec le 10 devant eux. Là, c'est pareil. Je pense qu'il y en a un qui est comme Oliero. C'est Steve Mosnar qui est très bien revenu de sa grosse blessure, qui a montré très rapidement, dès le match de Dijon, qu'il était là, qu'il a lancé sa saison. Pareil sur ce match-là. Pas grand chose à dire sur lui, il est agressif, il est technique, il peut faire du beau jeu comme mettre du bois s'il faut mettre du bois au milieu de terrain, quitte à prendre des jeunes.
Je crois qu'il en a pris déjà 2. Mm. Mais clairement, c'est une valeur sûre. Et la question, c'est comment l'associer. Alors, soit avec un milieu physique comme D'Almeida, soit avec un deuxième profil qui lui ressemble, qui est Sylvestre, qui va être plus léger, mais plus technique et très agressif aussi. Sylvestre, il est quand même, pour un 10 qui a du ballon, il n'hésite pas à mettre le pied. 2 jaunes, lui aussi, pour lui aussi. Ouais. Ouais, mais alors, je suis d'accord sur l'agressivité, mais les jeunes le montrent, c'est souvent en retard, c'est souvent par derrière. Une fois que le joueur offensif, l'adversaire est passé, Ou a fait la passe. je pense que... C'est pas forcément des bonnes fautes. Ouais. C'est un attaquant qui défend, quoi. Voilà. Qui fait des fautes défensives parce que... Je rentre dans l'analyse, mais Benard, c'est très bien. Mais il lui faut... Benard-Sylvestre, à mon sens, en Ligue 2, ça peut pas marcher aujourd'hui. Quand on voit les équipes qu'on a en face, c'est physique, ça va vite. Benard, il sera très bon avec un... Il serait très bon, il a été très bon avec un Daubin. Ou avec, je l'espère, un Almeida demain. Il lui faut un 6 plus costaud. Parce qu'il y a 2 profils Benard à la récupération. Pour moi, sur la Ligue 2, c'est pas possible. Quand tu as un Le Bien qui revient, l'attaquant de Dijon, qui revient en appui, quand tu as des 10 comme Westbeck qui jouent en première intention, qui sont rapides, avec des îlets rapides sur les côtés, enfin, ils ont de la volonté, mais il faut des mecs, des mecs qui mettent du bois, qui ralentissent les phases de transition, quoi. Alors c'est à double tranchant parce que effectivement ça pose des problèmes défensivement. Par contre offensivement ça apporte énormément. Quand tu as l'association Besnard-Sylvestre, en termes de rampe de lancement et de créativité, ça envoie. Dans une équipe en confiance. Quand ils ont été associés, on a vu des beaux trucs, quoi. Contre le Havre, c'était vraiment criant. Moi, je suis plutôt si tu d'accord mets avec Congueil ça. devant, ça peut être sympa. Mais je pense que c'est plus une solution face à des petites équipes. Je pense face à des gros qui ont vraiment des très bons joueurs, tu vas prendre... Le Havre, ça sera au milieu, aussi il y avait fort en personne en face. face. Ouais. Clairement, ils ont marqué un joli but sur une balle prise à Besnard, mais... Ketchas, c'est quand même sympa. Mais, moi, je suis un peu d'accord avec vous deux. Moi, je trouve qu'en tous les cas, là, on partait sur un Besnard d'Almeida titulaire. Moi, je trouve que la relation entre les deux est encore trop brouillonne. Je trouve D'Almeida brouillon en général. D'Almeida est brouillon, c'est-à-dire que moi je trouve que soit Besnard, soit D'Almeida part au pressing et se retrouve vite à courir comme un chien fou sur un très grand espace au milieu de terrain. Et je remarque que Besnard a tendance de plus en plus à prendre ce rôle. Je crois que ça lui correspond, c'est un mec très hargneux. Et au contraire, je trouve un D'Almeida qui redescend beaucoup, parfois même à la hauteur de ses centraux. Et on l'a vu dans les buts du Havre, on l'a vu dans les buts de Guingamp et encore samedi contre Sochaux. On a un D'Almeida qui est trop descendu, comme s'il se transformait en dernier central. Et quand les ballons chauds sont au 6 mètres, au lieu de venir coller les milieux qui peuvent frapper en l'entrée de la surface, il est déjà à la hauteur de Kouassi et Baptiste. Clairement, j'ai l'impression que D'Almeida n'a pas trouvé son positionnement, n'a pas trouvé son activité. Et là, on voit bien, Tolo, il attendait plusieurs formules. Et la relation technique Besnard-D'Almeida, qui doit être, je pense, les clés du camion, ne sont pas trouvées pour l'instant. Pour moi, j'ai vu comme toi D'Almeida descendre très bas, voire presque au milieu de la défense. Mais pour moi, ça c'est pas le joueur qui est en cause. Pour moi, ça c'est une instruction d'entraîneur. Je pense qu'il y a que Tolo demande ça. Ouais, parce qu'on a eu des problèmes défensifs dès la première journée et que je comprendrai pleinement, qu'il veuille assurer derrière. D'Almeida, il a un profil très défensif, donc c'est aussi normal c'est normal. Tout se débat, mais ça fait sens de lui demander ça. Pour moi, c'est pas D'Almeida qui prend l'initiative, il applique une consigne tactique. Alors dans ces cas-là, force est de constater que ça marche pas, pour le coup, parce qu'il n'est pas titulaire contre le Havre on n'en prend entre guillemets qu'un seul, mais je suis d'accord avec Romain en disant que c'est Besnard qui perd un ballon dans la zone chaude, mais contre Sochaux, c'est pas l'assurance d'avoir un apport offensif, un apport défensif plus affirmé. Voilà, je trouve que on a tendance à déserter ce milieu de terrain. Soit Besnard trop au pressing, soit D'Almeida trop bas. Peut-être que entre ce qu'il a envie de faire, ce qu'on a déjà vu monter, et ce que Tolo doit lui dire, je pense que tu as raison, il y a un juste milieu à trouver, quoi.
Ok, bon, on a débattu gentiment de la défense et du milieu de terrain. Maintenant, on va passer au gros chantier qui est cette attaque, qui est difficile à cerner, même si on a eu, je pense, un début de réponse face à Sochaux avec l'arrivée d'Iatara, qui, je pense, change quand même pas mal la donne par rapport à ce qu'on avait vu sur les matchs précédents. Et clairement, il y a deux questions. Il y a savoir qui c'est qui joue en 10. Est-ce que c'est Kwangai, qui est peut-être encore un peu léger, ou est-ce que c'est Sylvestre qui a fait un bon match face à Sochaux, ou qui a fait déjà des bons matchs en 6 un peu plus bas. Il y a toute la question des ailiers. Est-ce qu'on met des ailiers qui vont centrer? Est-ce qu'on met des ailiers en faux pied qui vont venir revenir sur le centre du terrain pour placer une frappe Et ce qui est même plus un chantier, ce qui a été un gouffre ce début de saison, le poste du numéro 9, où clairement on C'est a... le plus gros problème qu'on ait eu sur ces 4 premiers matchs, je pense. Et pourtant, c'est pas le seul. Donc, C'est dire l'importance du chantier, ouais. On est à quoi? On est à un but marqué depuis le début de la saison? On a un but marqué par Steve Bosnar. Ouais, si on regarde à côté, en dehors de ce but marqué, on n'a pas non plus de folles occasions. Enfin, je pense que Myron George n'a pas eu de vraies occasions. Non, Clairement. c'est ça qui est alarmant, parce que des occasions, on en a un peu, en vrai. Mais ça vient jamais, ça n'est jamais venu de Myron George. ça arrivait, pour être entièrement honnête, il s'en crée une en première mi-temps contre Guingamp, dos au but, il se l'emmène pied gauche et c'est bien arrêté par le gardien. Mais depuis, c'est le désert de Gobi, comme on dit. Ouais. Je pense que Georges, pour ce début de saison, en tout cas, c'est un pari loupé. Je pense que physiquement, il était trop loin du niveau. Il a passé une année sans jouer et clairement, la prépa n'a pas suffi. Et là, il n'est pas encore au niveau physiquement. Et même si on connaît ses qualités, on a vu les 6 mois qu'il a pu faire en Ligue 2 il y a tout juste un an. Là, pour le coup, il est largué et il n'apporte rien. Il n'y a pas de... Même physiquement, alors que c'est son point fort, physiquement. Il est bouffé par les charnières centrales à Lers, clairement. Il Il se fait fait énormément de bouger fautes. par des défenseurs centraux. Il fait énormément de fautes, il est très souvent hors jeu, il est pas au niveau sur tous les aspects. Il est incapable de faire pression sur le défenseur au milieu adverse parce qu'il court pas assez vite. Enfin, il faut dire les choses, hein. Il se traîne un peu sur le terrain. Physiquement, il n'est pas encore au point. Même le jeu en remise, on l'a vu un peu contre le Havre. Mais même en pivot, il a du mal à faire son rôle de pivot. pivot. Il y avait Il est trop orgueil, il est trop en retard. Après, je pense qu'on en parlera dans nos top flops. Là, je vous rappelle, les gars, qu'on parle de l'animation et Georges ne porte pas sur ses épaules tous les échecs de l'équipe depuis le début de la saison. C'est un symbole. C'est le numéro 9 et on a un numéro 9 qui tire pas. C'est un problème dans le jeu. Oui, c'est difficile pour marquer. Ouais, mais trouvez-nous. Enfin, depuis 3 saisons, allez, j'enlève nos 2 saisons en Ligue 2, j'enlève le Myron George. Enfin, à part Myron George sur les 6 derniers mois de la première saison, citez-moi un numéro 9 qui vous a marqué. Moi, je vous l'ai dit au premier podcast, les gars, on a troqué SND, Neji et Armand pour Myron George seul. Alors, Yatara et plein de promesses, je suis d'accord. C'était sûr, je vous l'ai dit que ça sentait le sapin. Ça y est, Et SND, t'avais convaincu l'an dernier. Ah oui, c'est le meilleur buteur de la saison et à la fin, il finit de manière très sérieuse sa campagne. Et aujourd'hui, le sapin, il a brûlé, clairement. Georges, il est pas prêt. Et je suis d'accord avec vous. Mais, pour moi, ce n'est pas le seul à mettre dans le sac. Moi, je voulais notamment parler des... sac à sapin. Tu la gardes. Je la garde au montage. Je voulais notamment parler des ailiers. Donc, Tolo, il a tenté 4 ailiers différents sur les 4 matchs. On est habitué, ça. Et dans son 4-2-3-1, pour moi, ce sont les postes quasiment les plus importants qui sont le plus concernés par les circuits de passe. La preuve, c'est que samedi, on a joué en 4-4-1-1, donc il les a fait redescendre plus bas pour justement aider Besnard à l'organisation au milieu de terrain. Ça fonctionne pas. Ils participent pas assez au jeu de l'équipe. Ils sont pas assez influents en attaque. Ils sont pas assez percutants. Aucun n'a vraiment convaincu, que ça soit David Gomis, Boli, Baswamina qu'on a finalement on l'a plus vu là depuis son plaquage. Pour le coup, moi Baswamina c'est le seul qui me semble convaincant parce que on l'a pas vu beaucoup, mais c'est le seul qui était capable de faire des différences. C'est vrai. Et Sylvestre un peu plus haut. Sylvestre un peu plus haut en 10. C'était mon second propos, c'est que là aussi je trouve que Tolo en 10 cherche son titulaire. On a eu 2 titularisations pour Sylvestre, 2 titularisations pour Kwan Hai.
CV est rentré à chaque fois pour les remplacer, mais je trouve que naturellement il se met un peu plus bas. Ouais, il joue très bien. Et pas facile de les mettre en confiance. Tout ça pour dire que ce soit le numéro 10 ou les ailiers, c'est les conditions sine qua non d'avoir un 4-2-3-1 qui marche bien. Notamment le numéro 10, où on doit avoir un joueur qui est capable de garder le ballon, qui doit être créatif dans l'orientation du jeu, pour lancer en profondeur les attaquants, ou les ailiers qui doivent être percutants et complices avec leurs latéraux. Bon, mais clairement, là, c'est pour moi le plus gros chantier. Le 9, pour l'instant, le recrutement est loupé. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Et Yatara, en 10 minutes, a montré plus de choses. En 10 minutes. En une mi-temps, a montré plus de choses que Myron George en 3 matchs. Mais ce poste de 10, où, pour le coup, il y a des promesses, et par contre, ces postes d'ailier, où là, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ce sont les plus gros chantiers de l'équipe pour moi. Ouais, je pense que c'est la clé pour la suite, et c'est même la clé pour l'équilibre défensif, parce que clairement, on remonte un ballon, et de suite on le perd. Enfin, il y a un déchet tellement énorme que... Ça l'était déjà l'an dernier. Hein. Et ça l'est encore plus cette année. L'année dernière, même si il y avait Armand à droite qui s'est inscrit. Armand s'est installé. Oui, non, clairement. Mais à gauche, c'est vrai qu'on n'a jamais eu un titulaire. Et on a ce même problème des deux côtés, j'ai l'impression maintenant. Avec le départ d'Armand, bon, Armand est ce qu'il est, il est plus tout jeune et ça aurait peut-être été la saison de trop, c'était le plus gros salaire, bon, c'est compliqué. Ouais, mais je pense que c'était un choix logique de le laisser partir. Ouais, moi je suis pas contre ce choix-là. Mais là, j'ai l'impression que du coup, on repart à zéro sur les deux côtés. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, je vais pas le charger, mais Gomis, qui a l'air d'avoir autant de promesses que de déceptions, ça fait maintenant 18 mois qu'on attend qu'il s'installe à gauche et il a toujours autant de mal à le faire, je trouve. Ouais, je pense que si demain, quand Basson-Muna va revenir, je pense qu'on sera plutôt sur un Basson-Muna à droite et un Boli à gauche. Et je pense retrouver Gomis sur le banc. Enfin, moi, Gomis, il m'a jamais convaincu. Du coup, il lâcherait, Tolo lâcherait son idée d'ailier en faux pied. Je pense. Il a essayé quelques fois l'année dernière de faire cette tactique, mais je pense qu'il a essayé aussi les faux pieds par rapport au fait que niveau 9, on était beaucoup trop léger et qu'il fallait bien quelqu'un qui tire. Par contre, ça impose des choses aux latéraux, des ailiers en faux pied. Parce que ça rentre, donc il faut que les latéraux montent. Et qu'ils montent. Enfin, ils montent, on n'a pas de problème, mais qu'ils apportent quelque chose. Ouais, des centres, des bons centres par exemple. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Ça peut aider. Parce que sinon, on n'a pas de centre. Ouais. Et ça peut être un problème. Moi, écoutez, je me suis mis à la place de Tolo 30 secondes par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Moi, je trouve, et il en a fait, on a déjà parlé ensemble en off, Alex, il a déjà au grand mot, les grands moyens. Moi, je prie pour le retour du 3-5-2, ne serait-ce que pour se remettre la tête à l'endroit. Parce que je pense que ça répondrait aux forces en présence et à la nécessité absolue de mieux défendre à l'heure actuelle. Mais tu mets qui en troisième? On avait Dembélé avant. Alors voilà ce que je vous propose. Pour moi, on enlève les deux ailiers qui ne donnent pas satisfaction pour l'instant. Je renforce l'axe avec un axial supplémentaire, Jean Ruiz ou Noesso, qui ont tout à fait ce profil, qui ont déjà joué comme ça, pour bénéficier des qualités offensives et de contre-attaquants de nos latéraux, qui vont être un petit peu plus hauts, je pense à Evans et à Kofi, et accompagner la pointe d'un soutien mobile, seul, mais qui a un poste bien défini, voilà, en complémentarité, en phase de conservation. Et moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a eu un Sylvestre en soutien de Yatara et je trouvais que ça fonctionnait bien cette première demi-heure. Et moi, j'appelle de mes voeux, vraiment Tolo, si tu m'entends, à tenter ce 3-5-2. Il t'entend. Aucun d'autre qui nous écoute. Comme Galtier, il va écouter tous les débats. Non, mais clairement, la défense à 3, désolé de te couper, la défense à 3, je pense qu'on la verra peut-être à Caen, par exemple. Tu vois, face à un gros à l'extérieur, c'est possible qu'il tente pour essayer justement de se rassurer. Mais c'est pas forcément bétonné. Je pense qu'on pourrait même avoir une meilleure animation au milieu de terrain avec oui, parce qu'on a deux latéraux qui rentrent totalement dans le profil piston. Moi, je trouve. Kofi Evans, clairement, c'est un offensif. Et même Kofi, comme tu le disais au début aussi. Donc, ouais, c'est vrai que le 3-5-2, il n'est pas déconnant dans ce schéma de jeu-là. Après, en début de seconde mi-temps, à Guingamp, Tolo l'attend à 3 derrière pendant 10 minutes. Mais les mecs avaient la tête à l'envers. On en prend un, et il repasse à 4. Il fait remonter Ruiz au milieu de terrain. Oui, c'est vrai. Après, bon, je ne veux pas lui charger la mule, mais on avait un arrière-gauche qui arrivait de York en Canadian Premier League et qui était complètement perdu. Pourquoi tu crois qu'il fait rentrer un défenseur supplémentaire? Ouais. Il le fait rentrer parce que sur sa gauche, Abdi s'est fait noyer pendant toute la première mi-temps et qu'il veut lui donner un peu de renfort, quoi. Et le libérer parce que Abdi,
on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, et surtout personne n'est convaincu, mais Abzi, offensivement, personnellement, je trouve qu'il apporte des choses. Je pense qu'on est tous d'accord. Et par contre, défensivement, ça va pas. Et donc, je pense que cette idée de début de seconde mi-temps à Guingamp, c'était de le libérer d'une partie de ses responsabilités défensives en rajoutant un troisième défenseur pour lui donner plus de possibilités d'aller vers l'avant sans avoir à s'inquiéter de ce qu'il y avait derrière et se faire larguer. Alors ça, c'est intéressant. Donc, avec un schéma à 5 défenseurs, ou en tous les cas à 3 défenseurs et 2 pistons, tu préférais Abzi à Evans ? Je sais pas si je préférerais Abzi à Evans. Après, moi, Abzi, honnêtement, il y a moi, j'ai vu des choses qui m'ont plu de Abzi. Je ne trouve pas catastrophique. Je ne trouve pas qu'il soit passé à côté de l'intégralité de ses matchs. Il n'est pas GG non plus. Quoi. Non, il n'est pas GG, mais Evans non plus en réalité. C'est le problème. Evans, voilà, l'apport offensif d'Evans, ouais, c'est pas dingue du tout. Quoi. Ouais, on parlait d'un problème de centre. Ça vient de là aussi, quoi. Ouais. Je préfère Abzi offensivement. Ouais, je trouve aussi que la qualité de ses centres ou des passes peut être plus intéressante par moment d'Abzi qu'Evans. Je trouve que son placement est vraiment trop aléatoire et je trouve Evans plus sûr dans les duels et défensivement. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, défensivement. Mais offensivement, piston, c'est vrai, je vous accorde qu'Abzi il a une certaine verticalité. On l'a vu parfois partir en rush et bon, il est moins rapide qu'Evans. À eux de se battre pour une poste de titulaire. Ça prouve bien, quand on parle des deux, on n'arrive pas à savoir qui est le meilleur, c'est que finalement le titulaire à gauche, il n'est pas forcément choisi, j'ai l'impression. Et ça prouve bien aussi que je pense que notre schéma de jeu pour les prochains matchs doit être un 5-3-2. Quoi. En tous les cas, il faut tenter quelque chose. Parce que là, c'est 8 buts encaissés en 4 matchs. Je trouve que c'est pas possible. Et surtout, je sais pas si vous en avez pensé, mais les 2 fois où j'ai vu Jean Ruiz rentrer en jeu, je trouvais qu'il avait... C'est propre. Il avait l'air d'être pas mal. Après, il faut voir sur un match entier. Je trouve d'ailleurs immense pour son âge. Il doit faire facile 1m90. Il n'a pas 16 ans non plus. Je pense qu'il a terminé de grandir. Ouais, bah, j'espère, parce que sinon il va se faire... À 23 ans, j'avais terminé personnellement. Ouais, il m'en manque un peu, mais bon. Je crois que j'ai abandonné là. Et on enchaîne avec les tops et les flops de ce début de saison. Je vais partir dans le mille, on va y aller tout de suite. On va commencer avec un flop, et c'est Myron George, forcément. Non, incroyable. Ouais, tout le monde, personne ne l'a vu venir. Que dire, on en a déjà parlé un petit peu avant, on a un peu teasé le sujet. Il est pas prêt physiquement, il arrive pas à faire son job de pivot, il prend pas un ballon de la tête. Il est l'inverse en fait du Myron George qu'on avait vu pendant 6 mois. Qui était impressionnant, qui avait ce côté où il avait peut-être 10 kilos en trop, mais ça se voyait pas sur le terrain, il bougeait ses défenseurs. Il arrivait à mettre le but qui met du milieu de terrain. Le but face à Auxerre où il arrive il dribble 2 défenseurs. À partir dans la profondeur. Même. Ouais, où il nous fait une totale. Il dribble les poteaux, non? Il dribble les poteaux et il y a un ramasseur de balles, il dribble tout le monde, je crois. Il a dribblé tout Pissard Santarelli, le fou. Ouais, vas-y, on enchaîne là. Mais plus maintenant. Et non, et clairement, sur Auxerre, il nous avait montré l'étendue de sa palette, quoi. Techniquement, physiquement, il était impressionnant. Et ouais, clairement, sur ce match face à Auxerre, il nous avait montré l'étendue de ses talents, vraiment, techniquement, physiquement, c'était peut-être même au-dessus de la Ligue 2. Et là, on a le négatif. Garde-en. Allez, je m'emballe un petit peu. C'était un maintien tellement beau. Et là, sur ce début de saison, on a le négatif, quoi. Techniquement, il n'y est pas. Physiquement, il n'y est pas. Il s'énerve. Il se fait un peu huer par le public. Quand il va pas chercher certains... Ça, pour le coup, c'est pas nécessaire. Non. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement... Ouais, on est au mois d'août. On est au mois d'août et laisser les gens bosser, quoi. Et puis, il faut se souvenir un minimum. Enfin, tu respectes... de toute façon, tu respectes les joueurs. On a toujours été comme ça. Ouais, non. Ça, je trouve ça très limite, par contre. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'au-delà du flop que représente Myron George, je pense qu'il y a aussi un problème. On peut parler d'un flop de recrutement ou de l'avoir lancé aussitôt dans la saison, sans autres alternatives derrière lui, parce que clairement, il n'était pas au niveau. Je pense que Tolo le sait. Il a essayé, il a insisté, mais il a vu... Il n'y avait rien, il n'y avait pas de plan B. Ouais. Jarmoni, mais bon, il a très peu joué. Jarmoni, il a l'air tendre. J'aime bien ses rentrées, mais j'attends de le voir sur un match complet. 20 minutes. Et on a vu clairement Yatara. Yatara, il était là depuis 4 jours. Il s'entraînait depuis 4 jours avec l'équipe. Il a débuté titulaire. Quoi. Preuve qu'il n'y avait pas de plan B et que le plan B, dès qu'il est arrivé, il a été en place. Quoi. Ouais. Je pense que ça sera Yatara le plan A sur les prochains matchs.
Moi, sans surprise, mon flop, c'était Georges aussi. Hein, et, donc, du coup, enfin, concrètement, il y a eu des matchs qu'on a joué presque à 10. Parce que sa présence était transparente et que c'est comme s'il n'était pas là. Et on ne peut pas jouer à 10 quand on est dans les derniers budgets de la Ligue 2, qu'on rencontre que des gens qui savent mieux jouer au foot que nous. Ouais, je suis d'accord. On peut pas jouer à 10, c'est pas possible. Et effectivement, contre Sochaux, on prend le résultat qu'on prend, mais mais d'emblée, on joue à 11, on joue avec un attaquant qui fait des appels, qui passe, qui joue, Qui fait du pressing. qui fait du pressing, qui joue. Et ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est un problème. Donc oui, c'est pour ça, le niveau flop, je répète ce que tu as dit, mais parce que pour moi, c'est une évidence même. C'est le truc qui n'a pas marché sur ces 4 premiers matchs. C'est Georges. Ok. Pour moi, mon flop était aussi Myron George, mais je vais l'étendre un peu plus On est en été, on est à la fin du mois d'août. Au recrutement, sur les 2 dernières saisons, en tout cas sur la dernière année et demie, et depuis le recrutement de janvier 2021, si je ne me trompe pas, on avait eu un super recrutement, 2 super recrutements. Mais le premier qui nous sauve notre première saison en Ligue 2, qui nous maintient, Georges, Itetinga, Diarra, voilà, vraiment des recrutements hyper intéressants. Idem au Mercato l'an dernier, on fait des belles pioches. Je pense que l'année dernière, on a Dianessi en erreur de recrutement. Ouais, C'était un pari, mais il s'est fait tendon d'Achille en janvier, ça n'était pas. Ouais, mais même avant, il n'avait pas montré grand-chose. Mais sinon, c'était vraiment très propre. C'était cohérent. Et là, cette année, on va pas tirer sur l'ambulance trop tôt, c'est pas ce que je veux faire, mais il faut bien trouver un flop, et j'ai pas envie de citer un joueur en particulier. Ouais, on a eu beaucoup de recrues, mais aujourd'hui, on voit personne s'imposer. J'avais beaucoup d'espoir sur D'Almeida. Attention, on est après 4 journées. Mais oui, tu parles pas de flop, mais je parle pas de flop, mais dans le sens où tu perds beaucoup de monde, tu recrutes beaucoup de monde, et alors c'est très dur sur les premières journées de recréer quelque chose, une osmose et tout ça, mais on n'a pas un joueur qui se dégage. Ce qu'on pouvait avoir directement au recrutement du mercato. Aucune recrue ne sort du lot directement. Il n'y a aucune recrue. Tu ne dis pas, lui, c'est sûr, il va être titulaire toute la saison. On a énormément de mecs qui arrivent hors de forme. Georges, CV, Yatara, ou même Abzi. Enfin, je veux dire, ok, il est peut-être pas hors de forme, mais quand tu viens de la première division canadienne, tu arrives quasiment hors de forme. T'es pas sur de l'intensité de Ligue 2. Et on n'a pas été chercher des vieux briscards de Ligue 2, on n'a pas été chercher de la relève dans des championnats suisses, comme on avait l'habitude de faire, des mecs qui jouaient. Et donc, c'est là où j'en veux un petit peu, c'est là où le point faible pour moi de cet été 2022, il est là. Un petit peu sur le recrutement. Des joueurs certainement qui, sur le second semestre, sur le début d'année 2023 et la deuxième partie de saison vont certainement se révéler. On va avoir des belles surprises. Mais là, pour partir à la guerre avec une saison à 4 descentes, malheureusement, le pari, et pour l'instant, il est perdu. Attention, on est à 4 journées, on peut vite se rattraper. Le match de samedi, on va en parler, contre QRM, va être un déclic. Enfin, va être vraiment un match hyper important. Pour l'instant, ça serait mon flop. Bon, moi, ça me fait sourire, les gars, parce que Alex et Romain, vous dites plus ou moins l'inverse de ce que vous avez dit au premier podcast. Je veux pas faire la zone mauvaise augure, mais j'avais envie de dire un peu, je vous l'avais bien dit. C'est-à-dire que ces paris, ces 13 nouveaux joueurs pour ces 14 départs, ont clairement déstabilisé l'équipe et sont pour moi, là où je rejoins, la cause première de ces 2 points et de ces 8 buts encaissés sur ce premier mois de compétition. Après, personne n'a dit que ça n'allait pas déstabiliser l'équipe. Par contre, ce que tout le monde a dit, c'est que... J'étais plutôt encouragé. C'est juste qu'on voulait y croire. Ce qu'on disait, tu pourras aller réécouter le podcast, ce qu'on disait, c'est qu'on n'avait pas le choix. Que le club, il était dans une situation où c'était notre destin. Non mais attends, Romain, on a le choix de recruter des joueurs qu'on fait 25-30 matchs la saison dernière. CV, Abzi, Yatara, il y a des gars, ils n'ont pas joué depuis 18 mois. Ils sont pas prêts. Ils sont pas là. Physiquement, ils sont pas prêts à se faire mal. Abzi, il a joué ces 18 mois, c'est pas vrai. Alors, pardon, Abzi, il a joué en Canadian Premier League. Pardon, je reprécise. Joué contre York et
et des villes dans le nord du Canada, ça fait pas un mec qui est préparé pour la Ligue 2. Il y a des Grizzlies. Attention, il y a des Il y a Grizzlies. des Grizzlies, donc peut-être qu'il est très fort à la chasse, tu vois. Mais en tous les cas, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à se faire mal. Vous l'avez dit vous-même en début de podcast. Ils sont pas prêts à se faire mal. Et ils le prouvent. Et le seul, aussi ma crainte, c'était que les remplaçants d'hier assument leur rôle de titulaire d'aujourd'hui. On voit que Sylvestre c'est encourageant, mais c'est pas suffisant. Evans, c'est pareil. Gomis, on n'en parle même plus. Seul Besnard, et clairement, alors lui, on savait qu'il était bon avant ses ligaments croisés, et bien il revient, il est toujours aussi bon. Mais voilà, c'est Paris, ce grand renouvellement, peut-être qu'on avait le choix, on n'avait pas le choix de perdre autant de joueurs, mais c'est Paris, pour l'instant, ils sont perdus. C'est Paris sportif, ils sont perdus. Et Yatara, on reprend un mec, même s'il avait une demi-heure, il a montré une bonne première demi-heure contre Sochaux, le mec n'a pas joué depuis 1 an et demi, et il jouait en D2 chinoise. C'est quand même, pour des mecs qu'on veut au charbon, pardon, je me répète, mais on sait qu'on va devoir être au combat tous les samedis soirs, ben pour l'instant, ça marche pas. Et on pouvait s'y attendre, je trouve. Le club nous avait pas habitués à ça, c'est vrai, avec des recrutements plutôt réussis jusqu'à maintenant. Là, je te rejoins, et c'est ce que je disais au tout début du podcast, on a peut-être pas des mecs qui sont... et on en parlait l'an dernier, Alex, tu me disais, il y a des équipes, pour moi, des équipes qui se sont retrouvées pas bien au niveau du championnat, des grosses équipes comme Guingamp, comme... Dijon avait loupé son championnat. Dijon. Et on se disait, c'est des effectifs qui vont pas aller au combat, c'est des mecs qui sont pas habitués à jouer la 14-15e place en Ligue 2, ils veulent pas faire ça. Et nous, j'ai peur que... Bon, on est Pau, ils sont arrivés à Pau, ils savent très bien qu'ils vont pas jouer au tableau. Attention, les gars, cette année, il va falloir y aller, il va falloir... mettre le pied, rentrer... au charbon, être vraiment dans un esprit d'équipe qui se bat pour se sauver. Ouais, je pense que la question mentale est la clé là pour les prochains matchs. C'est clairement, il faut pas que le groupe lâche mentalement parce que ça peut vite plonger aussi derrière. Ça peut aller très vite, ouais. Un groupe très hétérogène qui peut et une mayonnaise qui a pas pris encore, ça peut faire mal. Ouais. Et moi je suis vraiment d'accord, Romain, t'as eu raison de finalement souligner les Romains, enfin le mercato en entier. Georges, à mon tour. Je vous rejoins, c'est le flop de ce début de saison. En plus, je trouve contestataire avec le corps arbitral, je trouve contestataire avec ses coéquipiers, et je trouve qu'il a un langage corporel, une attitude sur le terrain qui est tout sauf positive en plus. Tu lui envoies pas le lien, Alex. Hein, je vais le mentionner direct. Sans mettre des flops, moi je dirais que je suis déçu donc d'Abzi. Bon, je veux pas charger la barque, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve aléatoire dans son placement, dépassé dans l'intensité, qui est le championnat de Ligue 2, et je trouve aussi parfois trop rugueux. Notamment un souvenir d'un très mauvais geste contre Guingamp où en fait là ça prouve qu'il est clairement sorti de son match, il prend un jaune qui est amplement mérité. Et même s'il est testé en ailier, qui semble avoir un peu de ballon, il est sorti du 11 pour l'instant. Et puis, je vais pas me faire des amis et ça me fait mal au cœur de le dire, je trouve que notre capitaine emblématique, Antoine Baptiste, est pas forcément bien rentré dans sa saison. Scandale. Comment oses-tu ? Il nous fait 2 bourdes qui nous coûtent à chaque fois 2 buts. Au moment où on a justement besoin de se rassurer. Et voilà, il n'a pas assumé le leadership qu'on lui connaît. Il a quand même fait une saison très très bonne l'année dernière. Il n'a pas son assurance habituelle, il semble parfois absent. Il commet des fautes bêtes. Enfin, plusieurs fois, il allait presser l'attaquant aux 35 mètres. L'attaquant, il n'a qu'à tomber. Voilà, ça offre un bon coup franc. Il n'y a aucune raison de faire faute à ce niveau-là du terrain. Et puis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je le trouve complètement neutre à la relance. Donc voilà, pas des flops, mais pour l'instant, ce sont mes déceptions. Des inquiétudes. Mais voilà, mes déceptions. Tu dis Baptiste, au final, tout ce que tu lui reproches, c'est d'être au final exactement à l'image de l'équipe. Ben, c'est censé être le joueur qui doit montrer la lumière au bout du tunnel, tu vois. Non, mais ça, je ne conteste pas. Les défauts qu'a montré Baptiste sur les 4 premiers matchs sont les défauts qui ont été montrés collectivement, au final. C'est vrai. Mais c'est sûr qu'en tant que capitaine, genre emblématique du club, on en attend un petit peu plus, à mon avis, de sa part. Puis lui, on sait ce qu'il vaut. Il est un bon représentant du club. Ok, allez, on enchaîne avec les tops pour ce note positif. J'aime déjà te parler tout à l'heure, pour moi, le top, ça va être Oliro. C'est pas parce qu'il a le même prénom que moi, mais clairement, voilà. Je pense que c'est lui qui nous fait gagner les 2 points au Havre, même face à Dijon. Hein. Ouais, clairement, il tient la baraque à chaque fois. Et il fait encore un arrêt dans ses 6 mètres contre Sochaux. On est déjà à 2-0, mais l'arrêt est extraordinaire. Ouais.
Bon, voilà, pas grand chose à dire. Hein. Il est au niveau, il est là où on le souhaitait, là où on l'attendait, et clairement. Et là, on l'avait laissé avant sa blessure parce que revenir des croisés pour un goal. Maléol. Oui, Maléol, c'est vrai. Mais c'était affreuse, c'était tellement moche qu'il faut revenir de ça. Ouais. C'était, ouais. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment le top. Surtout qu'en plus. Attention pour trouver d'autres tops. Alors, moi je rajouterais quelque chose sur Oliero, c'est qu'en plus, le mec revient de 6 mois d'une fracture de malléole et quand même prend un bouillon pas possible au Roudourou. Hein. Je vous rappelle quand même qu'il prend une forme de sombrero sur le 4e but. Ça fait mal, quoi. Mais derrière, il a été impeccable. Et en plus, pour le coup, lui, je trouve qu'il harangue ses coéquipiers. Notamment à 2-0, il fait une superbe parade. Il harangue toute sa défense et même le stade vont bien avec lui. Donc c'est vraiment un plaisir de le retrouver. En plus, c'est un bon gars. J'ai déjà croisé au stade nautique. Bref, mon autre top, c'est Steve Besnard. Lui aussi qui vient d'une rupture des ligaments croisés. Il a enchaîné 4 titularisations, 4 matchs pleins. Pour même un but, hein, qui est allé chercher avec les dents tout seul en suivant Gomis dans un rush un peu. Gomis l'a bien aidé. Oui, mais les deux ils partent dans un rush. Il faut a l'air d'être. Il faut être là. C'est un match, quoi. À la 80e, en 6, il faut être là. Il est vif, il est technique, il est hargneux. Il a l'air de se complaire tout à fait dans ce poste de relayeur. En plus, avec les départs de Lobry Audovin, Tolo lui a clairement remis les clés du camion. Voilà, pour moi, c'est le top avec Oliero, Steve Besnard, bravo. Ouais, je ne peux être que d'accord avec toi, on le retrouve lui aussi là où on l'a laissé avant sa blessure. Moi j'ai un top un peu original parce qu'il n'a même pas été titulaire à tous les matchs, mais qui va me faire plein d'amis dans certaines régions du monde. Myron George. C'est Kwang Hai. Ah, tu me piques mon top. Je pensais pas que t'allais le sortir. C'est Kwang Hai. En top carrément. En top. Parce moi aussi. C'est Kwang Hai. Alors pourquoi en top ? Parce que fondamentalement, ce garçon, on n'en savait pas grand-chose quand il est arrivé. Si ce n'est la hype dont il fait l'objet dans son pays, mais sinon, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et en général, ce genre de truc, on a tous eu les yeux pleins d'espoir au premier épisode parce qu'on voulait être positif et tout ça, mais le doute est toujours là. Et il s'avère que ce garçon joue extrêmement bien au football. Il est technique, je le trouve intelligent, je trouve qu'il sait lire le jeu. Même défensivement, je trouve qu'il apporte. Alors, pas physiquement, parce que physiquement, il n'a pas le format pour aller créer de l'impact. Mais par contre... il sent le jeu. Il sent le jeu, il lit les passes adverses, il sait les intercepter. Il est présent. Il n'hésite pas à y aller, présent. Il fait 60 kilos. Il se bat et tout ça. Et pour un garçon qui débarque dans un pays qu'il ne connaît pas, qui est encore pas en capacité de communiquer réellement avec ses coéquipiers, enfin, en termes de cohésion avec l'arbitre. En termes de cohésion d'équipe, c'est quand même pas facile. Et ce qu'il montre et tout ça, pour moi, oui, je le mets dans les tops à cause de ça, quoi. Et j'aimerais qu'il soit un peu plus titulaire qu'il ne l'était. Ouais, mais tu viens de me piquer mon top. Et alors, on ne doit pas avoir la même vision que certains journalistes. Je me rappelle des notations de Sud-Ouest après le match du Havre. Incompréhensible. Où ils le mettent dernier joueur, je crois. 3 sur 10. C'est un des meilleurs palois. Avec Abzi. C'est absurde. Avec Abzi, je crois qu'ils mettent 2 joueurs à 3. Mon père me dit ça, je dis non, c'est pas possible. Je rentre, je vois l'article, je fais mais. Non, il regarde pas les matchs, c'est pas possible. Il regarde pas le match. À chaque fois qu'il avait le ballon, tu sens qu'il se dégage quelque chose en fait. Le mec prend un ballon, pas forcément très propre, il le nettoie. Hop, il contrôle, il pose le jeu. T'as le bloc qui peut monter, il dévie. Enfin, il met sur le côté. Il a été juste sur toutes ses balles. Alors, il touche pas 60-70 ballons. Comme tu le dis, il vient d'arriver, il doit s'imposer physiquement, même par le langage, il doit créer quelque chose dans cette équipe. Au sein même de l'équipe, hein, parce que moi je suis d'accord. Je trouve qu'il se fait piquer entre guillemets des coups francs ou certains corners par d'autres joueurs. Ouais. Moi j'ai envie de voir taper Kwang Hai. Et tu vois, son pied gauche, c'est pour ça qu'on aime le foot, il se met sur son pied gauche, c'est soyeux. Il a des petits piquets hyper intelligents, hyper bien dosés. Je suis désolé. Il n'hésite pas à mettre des bicyclettes. Je pense qu'on va avoir quelques beaux buts avec lui parce qu'il n'hésite pas s'il arrive à s'il met celui contre Dijon, c'est la fête au village. Là. Ouais, la petite remise contre Dijon, la petite talonnade sur... Elle est incroyable. Elle est dans le jeu, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors c'est un beau geste, mais il le fait parce qu'il faut le faire. C'est pas du joga bonito, c'est pas juste parce qu'il faut se montrer. Non, il est sobre dans ce moment-là, il faut faire une petite talonnade. Il faut faire ce geste. Il a fait bien.
Enfin, moi je veux Il pue dire. le foot. Ouais, Il pue le foot. et ça fait du bien à voir. On avait énormément de doutes. Pour le coup, sur Kwanai, on avait énormément de doutes. Sur d'autres mecs qui ont été recrutés, beaucoup moins. Et au final, ça fait un mon top. Et l'inverse un peu du flop, c'est que dans ce mercato moyen pour l'instant, il se dégage un petit peu. Et tu sens le joueur qui a du ballon. Et je pense que quand ça va se mettre en place, Ouais. en 9,5, Je le trouve pas encore, tu vois, extraordinaire par rapport à ce qu'il a fait. Il a pas fait de performance totalement folle. Mais je trouve que, vu son état, comme tu disais Romain, enfin, faut vraiment qu'il s'habitue, qu'il s'intègre dans l'équipe, dans le club, dans la ville, le pays, tout ça. Vu d'où il vient, je trouve que c'est quand même très intéressant et très prometteur pour dans 2-3 mois, une fois qu'il sera vraiment bien aussi dans sa vie perso à côté du foot, quoi. Ouais, Et ouais, plus intégré dans l'équipe Ouais, et dans ouais. le vestiaire, quoi. Je suis d'accord avec Romain, c'est-à-dire qu'en un mois, il nous a prouvé que c'était un joueur de foot. Déjà, parce qu'il y a un moment, on savait pas trop. un bon joueur Ouais, de ouais, foot. complètement. Un bon joueur de foot. Ça fait. Ouais, en ce poste de 9,5, on n'a jamais eu vraiment ce type de joueur. Ça me fait penser un peu à Vincent Thiel. Ouais, avec une qualité technique pareille, moi, je trouve même plus propre que Vincent Thiel, tu vois. Je trouve. Bon, quand je jouais ailier, mais ça me fait penser un peu à Vincent Thiel dans son physique. Dans son rapport avec la balle. Ouais. Mais même Vincent Thiel était ce qu'il était, un joueur capricieux, assez dur à manager. Qui a le défaut de ses talents, on Ouais, va dire. on le croisait au Burger King en fin de match. Nous, c'est normal qu'on y soit, lui un peu moins. Kwanai, je pense que il est professionnel, il y a vraiment. Ouais, c'est prometteur. Et j'ai peur par contre que Didier Tolo le fasse pas assez jouer, le mettre. Je pense qu'il le préserve, tu vois. Mais ouais, mais à mon sens, il faut. Enfin, regarde, quand il le préserve pas, il le met titulaire au Havre. Il a fait un super match. À l'extérieur, pourquoi tu continues pas? Tu le laisses pas en petit à 9,5, petit ouais. pour essayer de pas trop l'user tout de suite. Après un bon physiquement. match, pour nous, ça a été un bon match. Et bon, Ça me paraît pas déconnant, tu vois, de le faire rentrer, à l'intégrer petit à confirmer. petit. Ouais. À confirmer. Mais je pense que là, pour le coup, on est sur un pari qui est réussi. On sait pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que c'est déjà un pari qu'il a confirmé que c'est un pari réussi. Bon, j'ai pas été très original dans mon top, j'ai repris le top de Romain, mais c'est vrai que. J'ai rajouté on va dire un demi-top, mais je trouve que Bassoa Amina, c'est vraiment très intéressant. Il a pas montré énormément parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Ah, on a dit quoi, une demi-heure? Mais Non, j'ai trouvé qu'à je pense chaque fois qu'il jouait, il apportait des trucs, que sa complémentarité avec Kofi sur le côté droit pourrait être vraiment très très intéressante. Donc j'attends de le voir sur plusieurs matchs où il sera titulaire et on pourra juger plus profondément. Mais c'est le top bonus. Ouais, voilà, c'est un petit top bonus. Top bonus. C'est bizarre qu'il soit pas rentré en jeu contre Sochaux. Je pense qu'il s'est pas qu'il a remis encore de baissé, il s'est pas remis de son plaquage, il était sur le banc pourtant. Et allez, on enchaîne avec un petit quiz sur la thématique normande, puisqu'on va jouer QRM ce week-end et on va enchaîner tout de suite derrière avec Caen. On je peut vais parler demander. de Chico. Je ne suis pas sûr. On Romain. peut, mais on va pas le faire. Ok. Remettons en question. Bref, allez. Citez-moi tout simplement les résultats face à QRM et face à Caen lors des 2 dernières saisons. Sachant que QRM, on les a joués qu'une saison. Ils sont montés l'année dernière. Et Caen, on a donc 4 matchs face à eux. Dans mes souvenirs, on va gagner 1-0 chez eux. Chez qui? À Caen, pardon, à Dornano. But de Gomis. C'est celui qui met sous la barre. Ouais, là. Enfin, c'est la seule frappe pied droit en rentrant qui est mise, je crois, de la saison. Et c'est faux. Yes. On va gagner là-bas. Ah ouais? Mais ils ouvrent le score et on gagne 2-1. Ah, d'accord. On a ce but de Gomis magnifique à la 42e et c'est Armand qui nous met le deuxième à la 59e. Et l'an dernier, on perd à QRM aussi, il me semble. Et c'est faux aussi. Ah ouais? On est sur un gros niveau dans ce quiz, on connaît bien l'histoire. Et non, on va gagner là-bas. On fait un début de match catastrophique, on prend un but et derrière on leur en met 2 avec Neji et Armand. Ah, s'ils pourraient faire ça samedi, ce serait chouette. Mais on avait perdu à l'aller. Ouais, Nadji et Armand, samedi, ça va être compliqué. Ils peuvent marquer, mais pas avec Pau, quoi. Non, encore une fois, il nous manque des attaquants. Bon allez, on termine, il vous reste 3 résultats à trouver. Donc les 2 face à Caen, la première saison, et le retour ici à domicile face à Caen, toujours en Ouistreham. Ah, le retour face à Caen, on gagne. Alors qu'ils dominent, ils font un super match. Ils étaient pas très bien, ils étaient 14-15e. Et les buteurs... C'était un buteur qui était plus ou moins en forme quand même sur la phase retour. Et ça SND. Ah non, pas celui-là.
Neji. Ah, c'est Neji, le fameux but. C'est le but Non. le long de La- Non. Armand Il joue plus derrière. Il joue du même côté qu'Armand. Il y a trop d'indices. Boto. Non. Il Kofi. joue à droite. Kofi, tout simplement. Ah ouais. Kofi qui nous met un but à la Mais je me 59e. rappelle, Il joue à l'opposé, Romain. Quand c'est le hold-up, hein. Ouais. Quand ils font un super C'est, match, c'est la meilleure équipe. Enfin, à la maison, c'est vraiment ceux qui m'ont fait la plus grosse impression. Ouais. Et ils C'est un étaient de pas nos bien. matchs typiques de l'année dernière de ce camp. On arrive à être dominé, mais on arrive à gagner quand même en étant solide. Et le QRM à domicile, c'est pas là où ils font un énorme hold-up? Non. Ouais. Ah ouais. Un match où on veut pas en voir comme ça deux d'affilée, non? C'est ça. Mais on avait quand même fait le même type de match face à Dunkerque aussi. Ouais. Ouais, mais quand c'est nous qui le faisons, ça va, tu vois. Non, c'était Dunkerque qui était venu nous voler 2-0 Ah oui, à oui, domicile. c'est vrai, ouais. QRM vient gagner à la maison. Ouais, Ouais, à c'est deux. ça. J'ai pas ce souvenir. Quand même, tu vois. avec un but de Keita. Son seul but avant qu'il parte Sedan. Ouais, c'est vrai. Ah, mais là, ton quiz, il est dur, là. Ah, c'était il y a 18 mois. Hein. Y a pas un match, on va pas chercher un point à Dornano? Ouais. Avec ce qui est techniquement un contre son camp de Riouf, mais c'est une frappe de Lobry. Vous avez fait un numéro là sur son côté droit, pansement de jambe et une frappe dans la foulée. Ok. Et à l'aller, parce que je sens que on va y passer la soirée si on continue là-dessus. À l'aller, on prend une veste à la maison. hein. Et pas du tout. Putain, trop bien, Romain. On gagne 1-0. Ok. Ah bon? Ouais. Moi, j'aurais... Ouais. Un but d'Armand à la 14e sur une passe décisive de Victor Lobry. Du Lobré, du Armand, ça me fait mal au cœur. Allez, on termine avec les deux prochains matchs, c'est-à-dire samedi où on jouera QRM à QRM et puis on va rester en Normandie. Les joueurs d'ailleurs restent pour 3 jours au vert en Normandie puisqu'on enchaîne dès mardi soir. Donc, deux matchs compliqués. Le match de QRM, je pense, est abordable. Le match à Caen, pour moi, sera très très compliqué, même si ça dépendra aussi en grande partie du résultat qu'on aura fait avant à QRM. Personnellement, mes pronostics, je nous vois bien. Et j'espère qu'on va le faire, qu'on va aller un peu voler QRM pour lancer enfin notre saison. Les fameux vols d'Alex. Ouais, La dernière fois, c'était moi qui imaginais des vols qui se sont pas trop posés. Donc, j'avoue que le vol au-dessus du Roudroux, moyen. Écoute, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Vol à Diochon, à la rigueur, ça vole bien, hein. Ça sonne bien. Hein. Ouais, j'espère une victoire là-bas au Stade Diochon. Non, mais Avant d'aller prendre un t'espères bouillon avec avec le un- cœur ou tu le vois avec la tête, Alex? Écoute, les deux en général. Ok. Mais je pense que derrière, par contre, on prendra un bouillon à Caen, parce que Caen, ils sont en forme, ils sont lancés. Et on va se taper en plus en face deux ex-Palois qui seront contents de nous dire bonjour en même temps. Ah, ça, ouais, c'est connu dans le foot, ouais. Donc je pense que là, C'est sûr. là on va pas se louper, quoi. Et j'espère qu'on aura gagné avant, parce que si on reste à 2 points mardi soir prochain vers 23h, on sera sur une saison compliquée. Ouais, moi pour les pronos, franchement, QRM, ça sera un match très difficile. La semaine va être très dure parce que déjà, 4 jours entre les deux matchs, ça veut dire qu'on va devoir jouer avec des joueurs qui sont habituellement remplaçants. Donc j'ai déjà très peur. Donc on va avoir, je pense, 2 compos mixtes. QRM, la priorité absolue, c'est pas prendre de but. Et si jamais on a la chance de marquer en premier, je nous vois quand même en prendre un malheureusement. Donc soit on arrive à verrouiller un 0-0, soit on fait un 1. Donc j'espère et je pense match nul à QRM. Et par contre on prendra 3-0 à Dornano sans frioriture. J'avais pas été très bon sur les premiers pronos, j'espère que ça va changer. Le hold-up à QRM, je le vois pas trop aujourd'hui. Je suis pas sûr que l'équipe soit prête, comme l'an dernier, à aller à nous ramener des points. Enfin, c'était souvent à la maison, mais on en parlait un peu en off. Aller faire des hold-up à la maison. Là, allez, avec un match nul, ça serait déjà bien. Et contre Caen, franchement, je sais pas du tout quoi dire. J'ai envie de dire aussi un match nul, hein, Non. comme moi, mais j'y crois pas trop. Je rappelle qu'ils ont explosé Metz et Guingamp à domicile en plus. Hein. Donc, Ouais, clairement. Ouais. Ah non, ils s'en foutent. C'est jamais Ça fait peur. un très très grand Oliro, et puis... ouais, enfin, là, Allez, il va- 2 points en 2 matchs. Croisons les doigts.
Moi, mes pronos, je me les étais notés et tout, parce que j'avais été aussi catastrophique la dernière fois, donc, et je me suis noté, et c'est rigolo parce qu'en fait on a les mêmes, parce que je me suis noté un partout contre QRM. C'est un pronostic qui porte la marque de l'espoir, parce que parce qu'on est parfaitement capable de perdre. Et pour Caen, j'ai mis un 2-0 pour Caen, et je me trouve optimiste. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est bon, on est certes pas ouf, ça joue beaucoup dans le pronostic, mais quand ils sont au sommet du monde actuellement, donc on peut rien leur faire. Donc c'est pour ça que je dis c'est un peu optimiste 2-0. Bon, je pense qu'avec Romain qui dit encore match nul à Dornano, on va clairement parier de l'argent les prochaines fois. Ok, sur toutes les notes d'optimisme, on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera, j'espère, avec des choses beaucoup plus positives à dire dans un gros mois, puisqu'on a prévu de se retrouver après le match de Valenciennes, la réception de Valenciennes Moustécamp. On sera donc au soir de la 9e journée, on aura déjà fait un quart du championnat. On aura déjà en train de mélanger de l'alcool et mes médicaments. Déjà qu'on n'est pas loin maintenant. Je pense que si on garde le même rythme, on sera pas bien. Mais écoute, on va garder un peu d'espoir, Oui, ça reste que du football. On va espérer que la route tourne d'ici là. On se retrouve donc vers le 20 septembre, à peu près. Merci de nous avoir écoutés. Ali Chat. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!